La Vierge Marie sur le lieu de l'accident. Un ambulancier, un homme dont la foi s'était érodée sous le poids des tragédies quotidiennes, voit une femme protéger la victime d'une aura de lumière. La police, s'appuyant sur des faits froids et des images thermiques, affirmera que non, qu'il n'y avait personne. Seule la pluie tombait en cordes épaisses, une cataracte liquide qui déformait les phares solitaires des rares voitures osant encore s'aventurer sur la route départementale 47, transformant le monde en une aquarelle brouillée et menaçante. C'était une nuit lourde, une nuit d'encre chargée d'un vent qui ne soufflait pas, mais gémissait entre les branches des chênes centenaires bordant la route. Un sifflement lugubre, un avertissement ancien que les hommes modernes avaient oublié d'écouter. À travers l'obscurité oppressante, le ciel semblait s'être affaissé sur la terre, une masse nuageuse si basse qu'elle paraissait savoir qu'un drame inexorable était sur le point de se jouer sur cet asphalte glissant. Au volant de son ambulance, Nicolas Dubois, ambulancier expérimenté de 42 ans, un homme aux épaules voûtées par les vies qu'il n'avait pu sauver, resserra ses doigts blanchis sur le volant. Les essuie-glaces, pris d'une frénésie mécanique, luttaient dans une bataille perdue d'avance contre le déluge qui martelait le pare-brise, chaque impact résonnant comme un battement de cœur affolé. À côté de lui, son jeune collègue, Léo Mercier, 23 ans et encore plein de cette confiance que seule la jeunesse et une connaissance théorique du malheur peuvent donner, feuilletait les notes de l'appel sur sa tablette. Les mots s'affichaient: clinique et terrible, accident grave, une seule victime apparente, voiture sortie de la route, état critique probable. Nicolas avait déjà vu d'innombrables scènes de ce genre, des existences pulvérisées en une fraction de seconde, des destins brisés contre un platane ou un rail de sécurité. Mais quelque chose, cette nuit, l'inquiétait plus profondément qu'à l'habitude. Une angoisse sourde, irrationnelle. Peut-être était-ce parce que l'appel lui-même avait été étrange, une voix faible et lointaine, presque noyée dans un grésillement d'interférences inexplicables. Ou peut-être était-ce à cause de ce poids qu'il ressentait au milieu de son thorax depuis le début de sa garde. Une sensation physique, une pression sourde, comme si une main invisible essayait de le prévenir, de lui dire de se préparer à affronter quelque chose qui défierait sa logique, son expérience, tout ce en quoi il croyait encore. Quand ils arrivèrent enfin à la portion isolée de la route, nichée au creux d'un virage réputé dangereux, la lumière bleue et saccadée des gyrophares se refléta sur un décor de cauchemar éveillé. Une petite voiture argentée, un modèle citadin fragile, gisait renversé sur son flanc, à moitié écrasé contre le tronc massif d'un chêne. Le moteur, éventré, fumait encore, une vapeur âcre se mêlant à la brume de la pluie. L'eau qui ruisselait sur la tôle déformée dessinait des filets brillants, qui prenaient des teintes presque rouges sous les éclats intermittents des lumières d'urgence. Nicolas coupa le contact. Le silence brutal qui suivit ne fut rompu que par le martèlement de la pluie sur le toit du véhicule. « On y va » murmura-t-il, la voix plus rauque que prévu. Mais au moment précis où il posa un pied hors de la cabine, il s'arrêta net, le souffle coupé. Son cœur manqua un battement, puis un autre, avant de repartir dans une course folle. À travers les rideaux de pluie qui dansaient devant ses yeux, debout près de la voiture accidentée, il distingua une silhouette féminine. Une femme, parfaitement immobile, drapée dans ce qui semblait être un long manteau d'un bleu clair, un bleu si pur et si lumineux qu'il paraissait presque phosphorescent au milieu de cette obscurité d'encre. Elle se tenait légèrement courbée vers l'intérieur de l'habitacle défoncé, comme si elle protégeait quelqu'un de ses bras grands ouverts, un rempart de douceur contre la violence du métal. Nicolas sentit un frisson glacial, mais non dénué d'une étrange chaleur, lui traverser la colonne vertébrale. « Léo, tu vois ce que je vois » demanda-t-il d'une voix étranglée, à peine un murmure. Le jeune homme, affairé à préparer le matériel, plissa les yeux dans le brouillard humide et balaya la scène du regard. « Voir quoi ? Il n'y a personne, Nicolas. On est seul. » Seul ? Le mot résonna de manière absurde dans l'esprit de Nicolas. Il regarda de nouveau. La femme était toujours là, immuable, éclairée non pas par les gyrophares de l'ambulance, mais par une lumière qui émanait d'elle-même. Une lumière douce, chaude, d'une teinte dorée, qui ne semblait même pas être affectée par les gouttes de pluie qui auraient dû la traverser. Il sentit ses jambes bouger d'elles-mêmes, le poussant en avant, vers la scène, comme attiré par une force invisible. À mesure qu'il approchait, la vision devenait plus précise, plus insensée. La femme semblait irréelle, mais pas fantomatique. Au contraire, elle dégageait une présence presque physique, une aura apaisante, maternelle, qui calmait le chaos de la nuit. Sa tête était légèrement inclinée, comme si elle murmurait des paroles de réconfort à la victime invisible, coincée dans la tôle.
Elle n'avait aucun parapluie, ses vêtements n'étaient pas trempés, et elle ne projetait aucune ombre conforme à la logique des lumières environnantes. Nicolas n'avait jamais connu une sensation pareille de toute sa carrière, de toute sa vie, une paix profonde, abyssale, mêlée à un vertige terrifiant, celui de l'homme rationnel face à l'impossible. Il ouvrit la bouche, prêt à appeler la silhouette, à lui demander qui elle était, mais à cet instant précis, la femme tourna lentement la tête vers lui. Et dans ce regard, un regard humain et pourtant divin, doux, infiniment triste et infiniment fort, il comprit. Il comprit avec une certitude foudroyante qu'elle n'était pas de ce monde. Ses lèvres, à peine visibles, formèrent un mot, une seule phrase, une phrase que la pluie elle-même n'aurait pas pu couvrir, car elle fut prononcée dans le silence de son âme. N'aie pas peur. Puis, la lumière qui l'entourait vacilla, se replia sur elle-même comme un souffle retenu, et la silhouette se dissipa, se fondit dans la nuit comme si elle n'avait jamais été là. Nicolas resta figé, tremblant de tous ses membres, la bouche entr'ouverte sur un cri silencieux. Léo arriva en courant à ses côtés. « Nicolas, regarde-moi, tu es blanc comme un linge. Qu'est-ce que tu as vu ?» Mais Nicolas ne répondit pas. Il se précipita vers la voiture, car si la vision avait disparu, la victime, elle, était bien réelle. À l'intérieur, une jeune femme d'environ 30 ans, inconsciente. Elle respirait faiblement, mais avec une régularité déconcertante, beaucoup trop régulière pour une collision aussi violente. Son thorax se soulevait doucement, comme si quelqu'un avait maintenu son souffle à l'abri du choc cataclysmique. Entre ses doigts crispés, Nicolas aperçut quelque chose, un petit éclat bleu clair. Il écarta délicatement ses doigts et y découvrit un chapelet, un simple rosaire en perles bleues, parfaitement intact, comme neuf. Il déglutit. Son esprit, formaté par des années de protocole et de rationalité, refusait de l'admettre, mais son cœur, lui, savait déjà. Ce qu'il avait vu n'était pas un simple mirage. C'était une présence, une protection, une intervention. En posant ses mains gantées sur la jeune femme pour commencer les manœuvres d'extraction, Nicolas ne put s'empêcher de murmurer, presque malgré lui, une prière oubliée. « Sainte Mère de Dieu, qu'est-ce que j'ai vu cette nuit ?» Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit dans un silence étrange, presque irréel, un cocon de quiétude au milieu du chaos de la tempête. Le seul bruit était le ronronnement du moteur et le bip régulier, presque trop calme, du moniteur cardiaque. Dans l'ambulance, Nicolas surveillait les constantes de la jeune femme tandis que Léo conduisait avec une prudence renouvelée à travers la pluie battante. La victime s'appelait Manon Leroy, d'après les papiers d'identité trouvés dans son sac. 30 ans, aucune allergie connue, profession, infirmière. Une vie entière résumée en quelques lignes administratives, tandis que son corps, allongé sur le brancard, semblait flotter entre ce monde et l'autre. Nicolas gardait les yeux fixés sur le rosaire bleu clair qui reposait maintenant sur le drap, à côté de sa main inerte. Il l'avait placé là sans trop savoir pourquoi, comme si ce petit objet fragile faisait désormais partie intégrante des soins à apporter. Ce n'était pas professionnel, ce n'était pas scientifique, mais c'était plus fort que lui, un geste dicté par une intuition nouvelle et troublante. Léo jeta un coup d'œil dans le rétroviseur intérieur, son visage juvénile plissé par l'inquiétude. « C'est constante ?» demanda-t-il, la voix tendue. Nicolas consulta à nouveau les chiffres sur l'écran. « Stable. »« Trop stable pour ce qu'on a vu sur la route, » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Trop stable ? Comment ça, trop stable ?» Léo avait ce ton légèrement sceptique de ceux qui croient encore que chaque mystère a une explication rationnelle, une case à cocher dans un formulaire. Nicolas hésita. Devait-il parler ? Devait-il essayer de mettre des mots sur l'insaisissable ? Décrire la silhouette, la lumière surnaturelle, ce regard qui avait lu au fond de son âme, cette phrase, « N'aie pas peur », qui résonnait encore en lui. Il inspira profondément, l'odeur de l'antiseptique se mêlant à celle de la pluie. « Tu n'as vraiment rien vu là-bas » demanda-t-il finalement, sa voix un peu rauque. « Rien d'autre que toi, planté au milieu de la route comme si tu avais vu un fantôme, » répondit Léo en forçant un petit rire qui sonnait faux. « Tu avais l'air mal, Nicolas. Tu sais, le stress, la fatigue accumulée, ça peut jouer des tours à la perception. Le stress. Si seulement c'était aussi simple. » Nicolas baissa les yeux vers Manon. Sa peau était pâle, mais pas livide. Sa respiration était régulière. Le moniteur affichait une fréquence cardiaque presque parfaite. Tout en elle criait « accident léger »,
mais l'image de la voiture, écrasée comme une canette contre le chêne, refusait de quitter son esprit. Personne ne sort légèrement d'une collision pareille. Il posa doucement la main sur le bord du brancard pour se stabiliser, mais c'était son âme qui vacillait. Une pensée furtive, folle, le traversa, et si c'était vraiment elle? Mais il la repoussa immédiatement, avec la force de l'habitude. Il n'était pas un fanatique, pas un visionnaire. Il était ambulancier, un technicien du corps humain, formé, rationnel. Pourtant, les mots lui brûlaient les lèvres. Léo, commença-t-il. Oui. Nicolas sentit la phrase mourir dans sa gorge. Comment dire, j'ai vu une femme lumineuse, elle m'a parlé, elle protégeait la victime. Même à ses propres oreilles, cela sonnait comme le début d'un délire. Rien. Laisse tomber, souffla-t-il. Vérifie juste la pression quand on arrivera. Léo haussa les épaules, visiblement perplexe mais choisissant de ne pas insister. Comme tu veux. L'ambulance franchit finalement les grilles de l'hôpital. Le bruit de la pluie contre le toit se mêla aux sirènes lointaines, aux lumières blanches et crues du parking, aux silhouettes des soignants qui se pressaient sous les auvents. À l'instant même où les portes arrière s'ouvrirent, le monde banal, bruyant, hyper organisé de l'hôpital sembla avaler le mystère de la nuit comme si de rien n'était. On y va. Cria Nicolas, sa voix retrouvant un ton professionnel et autoritaire. Ils descendirent le brancard, poussant Manon à travers les couloirs, immédiatement entourés de blouses blanches et de murmures pressés. Des infirmières posaient des questions rapides, un interne examinait les premiers protocoles, un médecin lançait des ordres. Traumatisme crânien possible, état de choc, accident de la voie publique. Aucune hémorragie apparente majeure, constante étonnamment bonne, annonça Nicolas d'une voix neutre. Trop bonne, pensa-t-il sans le dire. Une fois Manon prise en charge par l'équipe des urgences, Nicolas et Léo durent se retirer dans la salle de débriefing. La pluie battait toujours contre les grandes baies vitrées, créant une atmosphère de confinement. Le néon au plafond bourdonnait faiblement, une plainte électrique. Léo s'assit et ouvrit un formulaire. On fait le rapport, dit-il, déjà replongé dans la routine. Heure de l'appel, heure d'arrivée sur place, description du véhicule, état de la victime. Il écrivait méthodiquement, comme on coche des cases pour ordonner le chaos. Tu veux que je note quelque chose de particulier sur la scène? Demanda-t-il sans lever les yeux. Nicolas resta un instant pensif, le regard perdu dans le vague. Le formulaire l'attendait, avec ses cases rigides, conditions météo, état de la chaussée, présence de témoins. Présence de témoins. Il revit la silhouette, le manteau bleu, le regard. N'aie pas peur. Non. Répondit-il après un long silence. Léo leva les yeux, surpris par la véhémence de sa réponse. Non, non, rien de particulier, répéta Nicolas, la voix un peu rauque. Route glissante, voiture encastrée dans un arbre, une seule victime. Pas d'autres personnes sur place. Les mots sortirent de sa bouche comme une trahison. Il le sentit au plus profond de lui. Mais comment expliquer? À qui? Avec quels mots? Léo hocha la tête et continua de remplir le document. Quand il eut terminé, il se leva pour aller chercher un café. Nicolas resta seul dans la petite salle. Le silence qui s'installa semblait plus lourd que toutes les sirènes du monde. Il posa les coudes sur la table, joignit les mains sans y penser vraiment, un geste ancien, un geste de prière oublié qu'il n'avait pas fait sérieusement depuis l'enfance. Ses lèvres murmurèrent, presque sans voix, si c'était vraiment vous. Pourquoi moi? Pourquoi ce soir? Pourquoi cette femme? Une idée, fragile mais persistante, se mit à grandir doucement dans son cœur. Ce qu'il avait vu n'allait pas disparaître avec un rapport administratif. La nuit ne garderait pas ce secret pour elle seule. Quelque chose avait commencé. Et Nicolas pressentait, sans encore le comprendre, que cette jeune femme à l'hôpital, ce rosaire bleu et ce regard qui lui avait dit « n'aie pas peur », allait changer sa vie plus profondément que n'importe quel accident de la route. L'aube pointait à peine sur la ville, teintant le ciel d'un gris perle, lorsque le service des urgences commença à se remplir de ces bruits familiers, chariots qu'on pousse, portes qui claquent, appels de médecins dans les haut-parleurs. Mais pour Nicolas, tout semblait étouffé, lointain, comme s'il était séparé du reste du monde par une vitre invisible. Il avait terminé son service depuis plus de 2 heures mais n'arrivait pas à partir.
Au lieu de rentrer chez lui pour retrouver un sommeil qui le fuyait, il errait entre la salle de repos, le couloir principal et, sans s'en rendre vraiment compte, la porte du service de radiologie où l'on venait de transférer Manon Leroy pour des examens plus approfondis. Il jeta un coup d'œil discret à travers la petite vitre de la porte. Sur la table de radiologie, Manon, toujours inconsciente, était allongée bien droite, une silhouette fragile entourée de machines imposantes. Une infirmière ajustait sa position avec des gestes précis. Un manipulateur radio réglait les paramètres sur un écran de contrôle. Tout avait l'air normal, clinique, procédurier. Sauf que rien, pour lui, n'était normal. La scène du choc, le chêne impassible, la tôle broyée et ce corps presque intact. Et surtout, cette présence. « Tu es encore là, toi ?» fit une voix derrière lui. Nicolas se retourna, le cœur battant. C'était le docteur Stéphane Bernard, un urgentiste d'une 50aine d'années, réputé pour son ton direct, son efficacité redoutable et son scepticisme assumé. « Oui, répondit Nicolas. Je voulais juste voir comment elle allait. » Le médecin croisa les bras sur sa blouse blanche. Pour l'instant, elle défie un peu nos statistiques, ta patiente. Nicolas sentit son cœur accélérer. Comment ça? Le docteur Bernard poussa un soupir et l'entraîna quelques pas plus loin, vers une lumière plus douce près d'un panneau d'affichage. Écoute, on a vu l'état de la voiture sur les photos prises par la police, dit-il en sortant son téléphone. Regarde. Nicolas observa l'écran. Même en photo, le choc paraissait encore plus violent que dans ses souvenirs. Le capot était écrasé jusqu'à l'habitacle, la portière conducteur était déformée, le pare-brise pulvérisé. On devinait à peine l'espace vital où Manon avait été coincée. Dans des cas comme ça, continua le médecin, on s'attend à un tableau clinique lourd, côte brisée, poumon perforé, hémorragie interne, lésion grave au minimum. Et demanda Nicolas, la gorge nouée. Le docteur Bernard haussa légèrement les sourcils, un signe de sa propre incrédulité. Quelques contusions, une légère commotion cérébrale, une fracture nette du poignet. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Les mots résonnèrent comme une cloche dans la tête de Nicolas. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. C'est très peu probable, corrigea le docteur Bernard avec sa précision habituelle. Mais pas impossible. Tu sais, la médecine, ce n'est pas une science exacte, parfois il y a des miracles de la biomécanique. Louis hésita, puis se lança, la gorge serrée par une émotion qu'il ne contrôlait plus. Docteur, est-ce que vous croyez au miracle? Le docteur Bernard eut un petit sourire ironique, mais pas complètement moqueur. Je crois au diagnostic, au traitement et, parfois, à une chance inouïe. Pourquoi cette question? Nicolas sentit ses mains devenir moites. Il lutta intérieurement, pesant le risque du ridicule contre le besoin de partager ce fardeau. Il décida de parler. Si quelqu'un devait l'entendre en premier, ce serait bien celui qui connaissait la gravité des blessures qu'elle aurait dû avoir. Sur les lieux de l'accident, dit-il lentement, en choisissant ses mots. J'ai vu quelqu'un. Une femme. Avant d'arriver à la voiture. Le médecin le fixa, l'air soudain désarçonné. Une femme? Mais la police nous a déjà dit qu'il n'y avait aucun témoin. Justement, répondit Nicolas, le cœur battant. Elle n'était pas comme les autres. Elle portait quelque chose comme un manteau bleu. Il y avait une lumière autour d'elle. Elle se penchait sur la victime. Et quand je me suis approché, elle a tourné la tête vers moi. Il sentit sa voix trembler. Elle m'a regardé et elle a dit, « N'aie pas peur ». Puis elle a disparu, juste avant que je la rejoigne. Un silence lourd, presque palpable, s'abattit entre les deux hommes. On entendait au loin le bip d'un moniteur, le roulement d'un chariot, quelqu'un qui riait nerveusement dans un autre couloir. Mais ici, l'air semblait soudain plus dense. « Nicolas, tu as dormi combien d'heures ces derniers jours ?» demanda finalement le docteur Bernard. C'était la question attendue, la réaction logique. Nicolas s'y était préparé. « Je ne suis pas fou, docteur. Je sais ce que j'ai vu. » Le médecin le regarda avec un mélange de sérieux et de compassion. « Je ne dis pas que tu es fou. Je dis que le cerveau, sous l'effet du stress et de la fatigue, peut fabriquer des images très convaincantes.
Des hallucinations hypnagogiques. Tu es croyant? Nicolas baissa les yeux. Je l'ai été. Il y a longtemps. J'ai grandi dans une famille pratiquante. Puis la vie, le travail, les drames que j'ai vus. Tout ça m'a éloigné. Je ne prie presque plus. Parfois, quand on est épuisé, le passé remonte, dit le docteur Bernard, d'un ton presque professoral. Des souvenirs d'enfance, des images pieuses. Peut-être que ton esprit a simplement cherché une explication rassurante à une scène insupportablement violente. Il posa une main sur l'épaule de Nicolas. Ce n'est pas un crime de vouloir croire à quelque chose de plus grand que nous. Mais ce que nous, on peut constater ici, c'est qu'elle est vivante, et c'est déjà en soi un petit miracle statistique. Nicolas serra la mâchoire. Tout en lui se rebellait contre cette explication psychologique réductrice. Il repensa au regard de cette femme. Ce n'était pas une hallucination. C'était plus réel que tout ce qu'il avait vécu en 20 ans de service. Et le rosaire? Demanda-t-il soudainement. Quel rosaire? Celui qu'elle tenait dans la main quand je l'ai sorti de la voiture. Il était intact. Comme s'il n'avait pas subi le choc. Elle ne le portait pas autour du cou. Il était simplement là, dans sa main fermée. Le médecin resta silencieux quelques secondes de trop. Nicolas capta une hésitation, un léger trouble dans son regard habituellement si assuré. On le notera dans le dossier, répondit finalement le docteur Bernard, mais ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit. Puis, comme pour couper court à cette conversation inconfortable, il ajouta, la police va venir interroger tout le monde sur l'accident. Ce serait peut-être mieux de rester factuel dans ton témoignage. Nicolas comprit ce que cela signifiait. Tout cela n'entrait dans aucune case des formulaires, dans aucun protocole. Vous voulez que je me taise? Dit-il doucement. Je veux éviter que tu te retrouves au milieu d'une polémique inutile, répondit le médecin, sincèrement. Le monde aime bien ridiculiser ceux qui parlent de choses qu'on ne peut pas mesurer. Réfléchis, c'est tout. Le docteur Bernard s'éloigna, appelé par une infirmière. Nicolas resta seul une fois de plus, face à ce choix intérieur. Croire ce que ses yeux avaient vu, ce que son cœur avait senti, ou se ranger du côté de ce qui se note dans un rapport officiel. Il releva la tête vers le service de radiologie, où Manon terminait sûrement ses examens. Un signe. Il avait besoin d'un signe, quelque chose que les radios, les chiffres, les médecins ne pourraient pas effacer. Et il ignorait encore qu'il l'obtiendrait plus vite qu'il ne l'imaginait. L'après-midi venait à peine de commencer lorsque 2 agents de police firent leur entrée à l'hôpital. Leurs uniformes, encore humides de la pluie persistante, indiquaient qu'ils revenaient directement du lieu de l'accident. Nicolas les reconnut immédiatement. Le brigadier Philippe Girard, un homme robuste d'une 50aine d'années, au visage buriné et aux gestes méthodiques, et l'adjoint Lucas Dubois, plus jeune, l'air nerveux, toujours en train de jeter des coups d'œil curieux autour de lui comme s'il cherchait des détails invisibles aux autres. Ils se présentèrent au bureau de l'administration, montrèrent leurs cartes et demandèrent à parler aux ambulanciers ayant été les premiers sur les lieux. L'infirmière d'accueil fit signe à Nicolas et Léo. « Messieurs, dit le brigadier Girard en les saluant d'un signe de tête, nous avons besoin de vos observations pour le rapport officiel. » Léo hocha la tête immédiatement, très à l'aise avec la procédure. Nicolas, lui, sentit une tension glacée remonter le long de sa nuque. C'était le moment qu'il redoutait. Les 2 policiers les conduisirent dans une petite salle de consultation étroite, au mur d'un blanc aseptisé où la lumière du néon clignotait faiblement. L'endroit avait quelque chose d'un interrogatoire, malgré la table en formica et les chaises en plastique trop légères. Commençons par les faits simples, dit Girard, assis face à eux. Heure d'arrivée, conditions, premier constat. Léo parla le premier, décrivant la scène avec une précision clinique. La voiture encastrée, la pluie battante, la victime inconsciente, les premières manœuvres. Tout était linéaire, froid, conforme au protocole. Et vous, monsieur Dubois? Demanda ensuite le brigadier en fixant Nicolas de ses yeux perçants. Quelque chose à ajouter? Nicolas sentit ses paumes devenir moites. Il revit la silhouette bleue, la lumière douce, les yeux posés sur les siens. N'aie pas peur. Il inspira, prêt à parler, à tout dire. Mais au moment où les mots montaient à sa gorge, Girard ouvrit un dossier et en sortit une série de photos prises quelques heures plus tôt.
Les clichés montraient la voiture, la route, l'arbre, la balise de sécurité. Et rien d'autre. Pour être clair, dit Girard d'un ton qui n'admettait pas de discussion, nous avons ratissé toute la zone. Aucun témoin sur place, aucun piéton, aucune trace de pas autre que les vôtres et celle des premiers secours. Les caméras de la départementale, plus loin sur le tronçon, n'ont détecté personne à part votre ambulance. Nicolas déglutit. Pourtant, commença-t-il faiblement. Pourtant quoi? Fit l'adjoint Dubois, son stylo prêt à noter. Nicolas sentit qu'il glissait dans un piège invisible. Si les policiers avaient déjà décidé de la version officielle, il n'était plus qu'une variable potentiellement embarrassante. Léo, visiblement mal à l'aise, lui lança un regard discret, comme pour lui dire « Ne complique pas les choses ». Le silence s'allongea, oppressant. Les photos sur la table semblaient l'accuser, le traiter de menteur. « Tu es seul à avoir vu ça. » Nicolas posa ses mains à plat sur la table, les doigts tremblants. « J'ai observé la scène, dit-il finalement, la voix neutre. Le véhicule était gravement endommagé. La victime était encore en vie. Nous l'avons extraite et transportée. C'était vrai. Mais ce n'était qu'une infime partie de la vérité. » Girard parut satisfait. « Bien. Vous confirmez donc qu'il n'y avait personne d'autre sur place? » C'était là la vraie question. L'enclume au-dessus de sa tête. Nicolas sentit son cœur battre si fort qu'il en eut presque mal. Comment pouvait-il nier ce qu'il avait vu? Comment pouvait-il taire cette femme lumineuse qui avait veillé sur Manon comme une mère protège son enfant? Mais comment, aussi, pouvait-il affirmer quelque chose que les autorités cherchaient déjà à effacer? Il choisit un fil ténu, le seul qu'il pouvait encore tenir. Je n'ai vu personne que je puisse identifier clairement, dit-il lentement. Pas de témoin traditionnel. Rien de ce que vous pourriez utiliser dans un rapport officiel. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas la vérité entière non plus. C'était un pont fragile, suspendu au-dessus du vide. L'adjoint Dubois nota la phrase sans commenter, mais Girard fronça les sourcils, comme s'il pressentait quelque chose de non dit. Certains habitants du hameau voisin disent avoir vu une lumière étrange dans le ciel à ce moment-là, rapporta Théil, comme pour le tester. Des témoignages vagues. Avez-vous observé quelque chose d'inhabituel? Le cœur de Nicolas s'arrêta presque. Il entendit sa propre voix répondre avant même d'y avoir réfléchi. La pluie, les gyrophares. Vous savez, parfois la lumière se reflète de manière étrange sur l'asphalte mouillé. Je ne pourrais rien affirmer. Encore une demi-vérité. Encore un pas sur une corde raide au-dessus du gouffre de sa conscience. Girard referma son dossier. Très bien. Votre témoignage sera ajouté au rapport final. Si nous avons besoin d'un complément, nous vous recontacterons. Les policiers se levèrent. Léo souffla discrètement, soulagé. Mais Nicolas, lui, sentit une lourdeur nouvelle s'installer en lui, celle du secret qu'il venait, pour la première fois de sa vie, d'étouffer volontairement. Quand les agents quittèrent la pièce, Léo posa une main sur son épaule. « Tu as bien fait, murmura-t-il. Si tu avais parlé de ce que tu crois avoir vu, il t'aurait pris pour un fou. » Nicolas resta immobile, le regard fixe. Ce n'est qu'après de longues secondes qu'il répondit d'une voix basse, presque un souffle, « Ce n'est pas ce que je crois avoir vu, Léo. C'est ce que j'ai vu. Et plus personne ne pourra me convaincre du contraire. » Il quitta la pièce, laissant derrière lui l'odeur de papier mouillé et de vérité retenue. Il ne savait pas encore que ce silence allait bientôt être brisé, et de la plus éclatante des manières, par Manon elle-même. Le soir tombait doucement sur l'hôpital, enveloppant les couloirs d'une lumière dorée et mélancolique. Les pas se faisaient plus rares, les voix plus calmes. C'était l'heure où les patients dorment, où les infirmières parlent plus bas, où les veilleuses s'allument comme de petites étoiles fatiguées. Nicolas, toujours incapable de rentrer chez lui, se retrouva une fois de plus devant la porte de la chambre 312, celle où reposait Manon Leroy. À travers la vitre, il la vit immobile, les paupières closes, le bras dans le plâtre, le front encore marqué par une ecchymose légère. Mais malgré tout, elle semblait paisible, comme si quelque chose la maintenait dans un cocon invisible. Sur la table de chevet, posée soigneusement par une infirmière, se trouvait le rosaire bleu clair, celui-là même qu'elle avait serré dans sa main au moment où il l'avait extraite de la voiture.
Comme attiré par un fil invisible, Nicolas entra dans la chambre. Il ferma doucement la porte derrière lui, s'approcha du lit et se sentit une fois de plus envahi par ce mélange étrange, une paix profonde qui calmait son cœur et une angoisse subtile qui lui rappelait qu'il ne comprenait toujours rien. « Manon » murmura-t-il, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Il s'assit sur la chaise à côté d'elle, observant le léger mouvement de sa respiration. Puis, il prit le rosaire du bout des doigts, avec une délicatesse presque sacrée. Intact. Pas une éraflure, pas une trace de choc, de boue, de métal tordu. Et pourtant. Il se revit encore, trempé jusqu'aux os, immobile sous la pluie battante, face à cette femme baignée de lumière, penchée sur Manon comme une mère protège un enfant blessé. Avant qu'il ne puisse retenir son souffle, un léger mouvement sur le lit capta son attention. Manon bougea les doigts. Nicolas se leva d'un bond. « Manon, vous m'entendez » Les paupières de la jeune femme frémirent, puis s'ouvrirent lentement, comme si un poids invisible les retenait encore. Ses yeux, d'un brun profond, se posèrent sur Nicolas, d'abord vagues, puis plus nets. Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit de sa gorge sèche. Nicolas s'apprêtait à appuyer sur la sonnette pour alerter une infirmière, mais Manon leva légèrement la main, un geste faible mais clair pour lui dire non. « D'accord, dit-il doucement. Prenez votre temps. Vous êtes en sécurité ici. » Un souffle ténu franchit ses lèvres. Nicolas se pencha, tendant l'oreille. « Qui ça ?» Manon. Ses yeux s'emplirent de larmes. On ne savait si c'était la douleur, la confusion ou l'émotion pure. « La dame. »« En bleu » murmura-t-elle. Le cœur de Nicolas s'arrêta. Il sentit ses jambes vaciller. Ses doigts se crispèrent malgré lui sur le rebord du lit. « Vous avez vu quelqu'un » demanda-t-il, la voix tremblante malgré tous ses efforts pour rester professionnel. Manon hocha faiblement la tête. Une larme solitaire glissa sur sa tempe. « Quand la voiture a tourné. J'ai cru que j'allais mourir. Tout était bruit, vert, noir. » Elle s'interrompit, cherchant son souffle. Nicolas voulut appeler quelqu'un, mais elle posa une main tremblante sur son poignet. « Je l'ai vue, dit-elle enfin, la voix un peu plus forte. Une femme. Belle, si lumineuse. Elle est entrée. Par la fenêtre brisée. Avec un manteau bleu. Si lumineux que la pluie s'arrêtait sur elle. » Nicolas sentit un frisson violent remonter le long de sa nuque. Il connaissait cette description. Il l'avait vécue. Il l'avait vue. Elle a entouré ma tête, continua Manon, sa voix se brisant. Comme une mère. Elle m'a dit. Ne crains rien, mon enfant. Et tout est devenu doux. Elle ferma les yeux, submergée par l'émotion. Nicolas resta figé. Les larmes qu'il retenait depuis la nuit précédente menaçaient de déborder. Pendant de longues secondes, il ne sut plus respirer, ni penser. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un stress visuel. Ce n'était pas une image née d'un cerveau fatigué. Elle aussi l'avait vue. La même femme, la même lumière, les mêmes mots. Il se rassit lourdement, posant sa main sur le bord du lit pour se stabiliser. Quand il parla, sa voix était faible, presque brisée. Manon. Cette femme. Ressemblait-elle à une image de la Sainte Vierge? Manon ouvrit lentement les yeux et dans un souffle, avec une certitude qui glaça et réchauffa Nicolas en même temps, elle répondit « oui ». Le silence qui suivit fut plus sacré que n'importe quelle chapelle. Puis, soudain, le rosaire posé sur la table de chevet vibra légèrement. Un frémissement imperceptible, comme si une main invisible venait de le toucher du bout des doigts. Nicolas sursauta. Manon aussi l'avait vu, car ses yeux s'écarquillèrent. Le rosaire cessa de bouger, et Nicolas comprit alors, avec la force d'une vérité gravée au fer rouge dans son âme, que ce qu'ils avaient vécu ne faisait que commencer. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque Manon fut transférée dans une salle d'examen plus vaste, où l'on pratiquait les bilans approfondis pour les cas de traumatisme grave. Les lumières y étaient plus fortes, presque aveuglantes, et l'air sentait le désinfectant et le métal froid. Nicolas, bien que son service fût terminé depuis des heures,
marchait encore dans le couloir comme un fantôme, incapable de s'éloigner. Quelque chose le retenait ici, une force qu'il ne pouvait ni nommer ni fuir. Au bout du couloir, une infirmière ouvrit la porte de la salle d'examen. Derrière elle, 3 médecins, dont le docteur Bernard, s'affairaient autour de clichés radiologiques, d'écrans et d'analyses sanguines. La scène avait l'apparence de la routine hospitalière, et pourtant, il régnait dans la pièce une tension palpable qui intriguait Nicolas. Il s'approcha lentement, sans oser entrer. « Ce n'est pas possible », disait l'un des médecins en fixant un écran. « Recommencez le calcul. L'appareil doit être défaillant. » Nicolas sentit son pouce accélérer. L'infirmière sortit dans le couloir et, en le voyant, s'arrêta, surprise. « Vous êtes encore là, Nicolas ? » « Oui. Comment va-t-elle ? » L'infirmière hésita un instant, puis baissa la voix. « Je crois que vous feriez mieux d'entrer. Il se passe quelque chose que personne ici n'arrive à comprendre. » Elle lui fit signe de la suivre. Nicolas pénétra dans la salle. Manon était éveillée mais faible. Son regard le chercha dès qu'il passa la porte, et ce simple contact visuel suffit à apaiser son cœur. Pourtant, l'atmosphère dans la pièce resta lourde. Le docteur Stéphane Bernard observait une série d'images sur un moniteur. « Docteur ?» demanda Nicolas, inquiet. « Il y a un problème ?» Bernard se frotta le front, visiblement troublé. « Le problème, Nicolas, c'est qu'il n'y en a pas. » Nicolas fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Bernard tourna l'écran vers lui. On y voyait une reconstruction 3D du thorax de Manon. « Regardez, dit-il. Aucune trace d'impact majeur, pas de contusion profonde. Les organes internes sont indemnes. Même la commotion cérébrale que nous pensions sévère s'avère minimale. » Il désigna un autre écran. Et le plus étrange, l'analyse sanguine révèle un taux de marqueurs inflammatoires extrêmement bas. C'est impossible après un choc de cette force. Techniquement, elle aurait dû être en état critique. Nicolas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais elle ne l'est pas ? Non. Elle se rétablit à une vitesse anormale. Le jeune médecin qui se tenait à côté ajouta d'une voix hésitante, « C'est comme si son corps avait été protégé au moment de l'impact. » Protégé. Le mot résonna comme un écho sacré dans la pièce. Manon, qui avait écouté en silence, posa une main tremblante sur sa poitrine. Son regard se perdit dans le vide, puis revint vers Nicolas. « Je l'ai senti, murmura-t-elle. Cette chaleur. Autour de moi. Quand tout devenait noir. Comme si quelqu'un m'enveloppait. » Un silence profond suivit ces mots. Les médecins échangèrent des regards embarrassés. Ils ne savaient que répondre. Le langage scientifique avait atteint ses limites. « Docteur Bernard, » dit Nicolas d'une voix grave, « vous voyez bien que ce n'est pas normal. Vous savez ce que j'ai vu là-bas, et maintenant vous avez ces résultats. Vous ne pouvez pas dire que c'est juste une coïncidence. » Bernard sembla sur le point de protester, mais ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Je suis médecin, Nicolas. Je travaille avec ce que je peux mesurer. Mais... » Il regarda Manon, puis l'écran, puis Nicolas. « Je dois admettre que quelque chose nous échappe complètement. » Nicolas sentit son cœur tressaillir. Il ne s'agissait plus seulement de sa vision ou du témoignage de Manon. C'étaient désormais des données médicales objectives, impossibles à nier. « Et ce rosaire ?» demanda soudain l'infirmière. Il était dans sa main quand elle est arrivée. « Non », Manon hocha lentement la tête. « Je ne l'avais pas avant l'accident. Je n'ai jamais possédé un tel objet. » Nicolas sentit la vérité s'imposer dans l'air comme une présence silencieuse et irréfutable. Bernard déglutit. « Je vais être honnête. J'exerce depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais vu un cas pareil. Ni une récupération aussi rapide, ni ce genre de concordance entre deux témoignages hallucinatoires présumés et des données cliniques inexplicables. » Puis, baissant la voix, « Je ne sais pas l'expliquer. » Manon tourna son visage vers Nicolas. Dans ses yeux brillait une gratitude immense et une peur douce, presque sacrée. « C'était elle, dit-elle. Je sais que c'était elle. La dame en bleu. Ce n'était pas juste une femme.
Nicolas sentit ses propres yeux s'embuer. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Car dans ce silence chargé de respect, de stupeur et de foi renaissante, une vérité fragile mais éclatante venait de s'imposer dans la salle d'examen, et plus personne n'osa la contredire. La nouvelle se répandit vite, mais à voix basse, dans les couloirs de l'hôpital. La patiente de l'accident qui se rétablissait trop vite. Les infirmières se lançaient des regards mi-intrigués, mi-dubitatifs. Les internes murmuraient des hypothèses improbables. Certains parlaient d'une chance insolente, d'autres d'un cas médical exceptionnel. Mais personne, absolument personne, n'osait prononcer le mot qui brûlait les lèvres de Nicolas et de Manon, miracle. Ce soir-là, Manon avait été installée dans une chambre individuelle. La lumière tamisée donnait à l'endroit une douceur qui contrastait avec la violence de ce qu'elle avait vécu. À côté de son lit, sur la petite table, le rosaire bleu brillait faiblement. Nicolas poussa la porte avec prudence. Manon tourna la tête vers lui et sourit faiblement. « Vous n'êtes pas obligé de rester, dit-elle. »« Je sais, » répondit Nicolas, « mais je n'arrive pas à partir. » Il tira une chaise et s'assit près d'elle. Ils restèrent silencieux un moment, unis par un lien né de l'épreuve. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle enfin. « Pourquoi moi? Pourquoi serait-elle venue pour moi ?» Nicolas inspira lentement. Il avait pensé à la même question sans relâche. « Peut-être parce que vous aviez besoin d'aide à ce moment-là, » dit-il simplement. Manon secoua la tête, les yeux brillants. « Mais je ne suis pas quelqu'un de particulièrement croyante. Je priais quand j'étais petite avec ma mère, mais après sa mort, j'ai tout arrêté. Je n'ai rien d'une personne méritante. » « Ce n'est pas une question de mérite, pas pour elle, » répondit Nicolas, sentant les mots venir d'un lieu en lui qu'il ne connaissait pas. Un long frisson parcourut Manon. Elle caressa lentement le chapelet. « J'ai senti une paix que je n'ai jamais connue. Comme si on me disait que ma vie n'était pas finie. » La porte s'entr'ouvrit. Une silhouette entra. C'était l'adjoint Lucas Dubois, l'un des policiers. Nicolas se raidit. Mais Dubois n'avait pas l'air sarcastique. Il semblait troublé. « Bonsoir, dit-il. Je ne voulais pas déranger, mais j'ai besoin de vous parler. » Nicolas et Manon échangèrent un regard. « Je n'en ai pas parlé au brigadier Girard, » commença l'adjoint en baissant la voix. « Il se moquerait de moi. Mais quand je suis retourné sur les lieux de l'accident cet après-midi pour prendre d'autres mesures, j'ai vu quelque chose. » Il inspira brusquement. Sur le sol, il y avait une marque. Une sorte de forme à peine visible, comme brûlée dans l'asphalte. Pas une trace de pneu. Le centre était sombre, mais tout autour, la surface était légèrement plus claire, presque dorée, comme si une lumière intense avait été posée dessus. Le cœur de Nicolas se mit à battre dans sa gorge. « Et ce n'est pas tout, » continua Dubois. « J'ai pris une photo. Pour essayer de comprendre. » Il sortit son téléphone et montra l'image. Manon porta une main à sa bouche. Nicolas se sentit soudain glacé. Au milieu de la route, juste à côté de l'endroit où la voiture s'était écrasée, on distinguait très clairement une forme ovale. Une empreinte douce, presque un halo. On aurait dit la trace laissée par un PAN de manteau, bleuté, léger, comme imprimé par une présence intangible. L'adjoint Dubois tremblait légèrement. « Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si je dois y croire, mais je sais une chose, ce n'est pas normal. Et je pense que vous êtes les seuls à qui je peux en parler. » Manon se mit à pleurer silencieusement. Nicolas sentit une chaleur lui envahir le torse. Il prit doucement la main de la jeune femme, puis regarda Dubois. « Vous avez fait le bon choix, » dit-il. Dubois baissa les yeux, comme soulagé. « J'aimerais dire que je suis chrétien pratiquant, mais je ne le suis pas vraiment. Malgré ça, en voyant cette marque, j'ai senti quelque chose. Comme si quelqu'un me regardait. » Il releva les yeux vers Manon. « Vous n'êtes pas seul. Et je crois que quelqu'un voulait que vous viviez. » La chambre se remplit d'un silence étrange, sacré. À cet instant précis, le rosaire bleu posé sur la table sembla refléter la lumière d'une manière différente, comme si une présence invisible venait de passer. Nicolas sentit les larmes lui monter aux yeux. Il n'était plus le seul à porter cette vérité. Désormais,
Ils étaient 3. 3 à l'avoir vu, ou senti, ou reconnu. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, une lumière douce filtrait à travers les stores. Nicolas était revenu dès l'aube. Depuis que Manon avait parlé, depuis que l'adjoint Dubois avait montré la photo, le silence s'était brisé. Mais une question le hantait, pourquoi si peu de preuves? Pourquoi les caméras n'avaient rien vu? À 9h02, le brigadier Girard arriva à l'hôpital, le visage tendu. Il tenait une clé USB. Il demanda à parler à Manon, Nicolas et Lucas Dubois dans une salle discrète. Nous avons récupéré les images de la caméra routière la plus proche, annonça-t-il froidement. Une caméra thermique. Elle aurait dû capter tout mouvement humain. Il connecta la clé à un ordinateur. L'image apparut, la nuit, la pluie, la voiture perdant le contrôle, le choc. Une explosion de chaleur. Puis le corps de Manon, et ses faibles mouvements. Et ensuite. Rien. Aucune autre silhouette. Girard se tourna vers eux, triomphant. Vous voyez. Personne. Mais Nicolas, au lieu de se laisser écraser, se leva. C'est là que je l'ai vu. Juste ici. Girard soupira, exaspéré. Il n'y a rien, vous fantasmez. Mais à cet instant, l'adjoint Dubois s'éclaircit la gorge. Capitaine. J'ai vu la marque sur la route. Je l'ai photographiée. Elle n'est pas naturelle. Girard se figea. Nicolas poursuivit, cette caméra filme la chaleur. Mais si ce que nous avons vu n'était pas de ce monde. Peut-être n'avait-elle rien à capter. Manon parla à son tour, la voix plus forte, ce n'était pas une femme ordinaire. C'était une présence. Une lumière vivante. Une mer céleste. Elle est venue pour moi. Le silence était total. Alors que Girard, murmurant quelque chose sur les délires partagés, allait quitter la salle, quelque chose se produisit. Sur l'écran figé de la vidéo thermique, un léger scintillement bleu apparut, une fraction de seconde, juste à côté de la silhouette de Manon. Une anomalie, une ligne floue, pas une forme, pas un corps, mais un éclat unique qui n'était ni feu, ni humain, ni erreur technique. Girard cligna des yeux. Qu'est-ce que? Rejouez ça, murmura Dubois. Ils repassèrent l'image. Encore et encore. Toujours ce même scintillement. Nicolas se tourna vers Girard. Vous vouliez une preuve. La voici. Ce que vous ne voyez pas est parfois plus vrai que ce que vos machines peuvent mesurer. Manon pleurait doucement. Dubois se signa discrètement. Et pour la première fois, le brigadier Girard ne dit rien. Dans cette salle sans âme, il venait d'assister à la trace d'un miracle. Un signe discret, destiné uniquement à ceux qui avaient le cœur ouvert. La journée avançait, lourde et vibrante. Mais ils ignoraient tous que quelqu'un d'autre s'apprêtait à entrer dans cette histoire. À 15h, la porte de la chambre de Manon s'ouvrit doucement. Une femme âgée entra, Monique Roussel, une petite silhouette enveloppée dans un châle blanc, le visage creusé de rides douces. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix calme. Je peux entrer ? » Manon hocha la tête. « Vous êtes de la famille ? » demanda Nicolas. La femme secoua la tête. « Non. Je suis celle qui a appelé les secours. » Un silence tomba. « C'est vous ? » fit Nicolas, stupéfait. « Mais la police. »« Ils ont cherché sur la route, » répondit-elle en souriant tristement. « Ils n'ont jamais regardé depuis la colline. »« Vous avez vu l'accident ? » demanda-t-il. Monique Roussel s'approcha lentement du lit. « Je n'ai pas seulement vu l'accident. J'ai vu ce qui s'est passé avant votre arrivée. » Le souffle de Nicolas se bloqua. « Vous avez vu une femme ? » « Oui. Une femme vêtue de bleu. Elle ne marchait pas. Elle glissait, comme si la pluie elle-même la portait. » Manon porta la main à sa bouche. « Je l'ai vue poser sa main sur votre front, ma chère, » dit-elle en se tournant vers Manon. « Et j'ai compris que je devais appeler à l'aide. Alors, j'ai prié, et j'ai appelé. » Pourquoi ? Pourquoi ne pas être resté ? Demanda Manon. Parce que ce n'était pas mon rôle. Mon rôle était d'appeler. Le reste ne m'appartenait pas.
Mais je n'ai pas pu m'en aller sans vous dire une chose. Quand elle s'est tournée vers moi, elle m'a parlé. Elle a dit, protège-les. Ils auront besoin de ton courage. Nicolas sentit son cœur s'arrêter. Manon éclata en larmes silencieuses. L'adjoint Dubois, qui venait d'arriver, reçut les mots comme un coup de vent. Je ne sais pas si elle parlait de vous deux ou de plus, mais rien de tout ça n'est une coïncidence. Vous avez été choisi pour voir. Et ce que vous avez reçu n'est pas seulement un miracle. Elle posa une main tremblante sur le rosaire bleu. C'est une mission. Nicolas sentit ses yeux s'embuer. La vieille dame se leva. Je dois partir. Mais souvenez-vous, elle ne vient jamais sans raison. Elle se dirigea vers la porte. Attendez. Appela Manon. Comment vous remercier? Vous n'en aurez pas besoin, ma chérie. Puis elle disparut. Nicolas, Manon et Dubois restèrent immobiles. Ils n'étaient plus simplement témoins. Ils étaient appelés. Le lendemain, une clarté inhabituelle baignait l'hôpital. Manon fut autorisée à sortir. Votre récupération est exceptionnelle, dit le médecin. Aucune explication médicale. Avant de partir, Manon voulut retourner dans la salle de débriefing. Nicolas l'accompagna, le rosaire entre les doigts. L'adjoint Dubois les attendait. Je savais que vous viendriez. Il avait l'air différent, plus calme. J'ai fait des recherches, avoua-t-il. Sur les apparitions, les phénomènes que seuls certains voient. J'ai trouvé des témoignages similaires. La Vierge n'apparaît pas pour être vue par tous, mais seulement par ceux qui en ont besoin, ou ceux qu'elle veut envoyer. Elle laisse un signe que la science ne peut expliquer, mais que le cœur reconnaît. Il regarda le rosaire. Vous l'avez, ce signe. Manon prit le chapelet. Pourquoi moi? Je ne suis pas une sainte. Je suis juste une infirmière perdue. Nicolas s'approcha. Elle n'est pas venue parce que vous êtes parfaite. Elle est venue parce que vous étiez en danger, et parce qu'elle savait que votre cœur pouvait entendre sa voix. Manon pleura. J'ai senti sa main sur ma tête. J'ai cru que c'était la fin, mais c'était un début. L'adjoint Dubois hocha la tête. Si elle vous a choisi, ce n'est peut-être pas seulement pour vous sauver. Peut-être qu'elle veut que vous sauviez d'autres personnes. Nicolas sentit un frisson sacré le traverser. Il savait qu'il n'était plus un simple témoin silencieux. Manon essuya ses larmes et se redressa. Alors, je ne garderai plus le silence, dit-elle d'une voix nouvelle. Je raconterai ce que j'ai vu. Même si on se moque de moi. Je serai là, dit Nicolas. Et moi aussi, ajouta Dubois. Je croyais protéger les vivants sans penser à ceux qui veillent sur nous. Maintenant, je sais. Manon leva le chapelet bleu. Un rayon de soleil traversa la fenêtre, d'une teinte légèrement bleutée, illuminant le rosaire comme une flamme douce. Il n'y eut pas de voix céleste, pas de silhouette, seulement une paix profonde qui venait d'en haut. Quand ils sortirent, Manon se retourna. Elle n'est plus là. Nicolas sourit. Non. Elle est déjà ailleurs. Là où quelqu'un d'autre a besoin d'elle. Ils quittèrent ensemble l'hôpital, sous un ciel clair. La mission avait commencé, et leur vie ne serait plus jamais la même. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle a éveillé en vous une étincelle de foi, laissez votre j'aime pour soutenir ce récit. Appuyez aussi sur le bouton hype pour que d'autres puissent découvrir ce témoignage bouleversant. Et pour me prouver que vous avez écouté jusqu'au bout, écrivez simplement en commentaire le mot lumière et dites-moi depuis quel pays ou quelle ville vous m'écoutez. Merci de faire partie de cette communauté de foi.